C'est en 2018 que le groupe Wagner a débuté ses activités en République centrafricaine à la faveur de la signature d'un accord militaire entre les gouvernements centrafricains et russes. Aujourd'hui, comment ce groupe paramilitaire finance-t-il ses activités dans le pays? Plusieurs journalistes ont tenté de le savoir. C'est le cas de nos confrères de Jeune Afrique. Ils ont enquêté sur les sources de financement de ce groupe, notamment en République centrafricaine et au Cameroun. Mathieu Olivier, bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette enquête intitulée « Enquête de l'Eldorado d'Evgeny Prigojine en Centrafrique et au Cameroun ». Dans votre enquête, vous dites que le groupe paramilitaire Wagner fonctionne comme une multinationale. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Alors déjà, il y a un point de départ qui est de constater que depuis maintenant environ un an et surtout depuis la guerre en Ukraine, on a de plus en plus de personnel civil de Wagner qui vient travailler en Centrafrique. Donc nous, on s'est demandé pourquoi. La réponse, c'est qu'il y a un intérêt économique de Wagner à venir travailler en Centrafrique. Donc ils ont mis en place un certain nombre d'entreprises. On connaît Lobay Invest qui travaille dans les mines. On connaît Bois Rouge qui travaille dans le bois précieux. Et puis il y a un certain nombre d'autres entreprises qui vont faire de la logistique, de l'import-export. On va être jusque dans la vente de boissons, la production de bière ou de whisky. Donc Wagner diversifie ses activités en Centrafrique. On est vraiment dans une diversification de type entrepreneurial. Ouais. Une partie de votre enquête est consacrée à la mine d'or de Ndassima, située dans le centre de la République centrafricaine, qui, selon vos investigations, est sous le contrôle du groupe d'Evgeny Prigojine. Comment sont-ils parvenus à faire main basse sur cette mine ? Alors au départ, c'est une négociation qui est faite avec le groupe armé l'UPC d'Ali Darassa. Donc Ndassima est situé dans une zone contrôlée historiquement par les combattants de l'UPC et Ali Darassa a exploité cette mine de façon artisanale pendant quelques années. En 2018, Wagner, avec l'accord secret du gouvernement centrafricain, va se rapprocher d'Ali Darassa. L'objectif, c'est de pousser Ali Darassa à aller signer des accords de paix avec le gouvernement. Ça donnera les accords de paix de Khartoum en février 2019. Et de l'autre côté, ça permet à Wagner de s'implanter. Alors, ils vont pas commencer à exploiter tout de suite. Ils vont mettre 1 an et demi, 2 ans à commencer à exploiter la mine. Il va falloir faire venir des machines par le port de Douala. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils contrôlent vraiment complètement cette mine, qui est essentielle puisque c'est la seule qui est considérée comme rentable. Justement, à terme. Quel est le potentiel estimé de cette mine? Alors c'est difficile à dire. L'entreprise qui avait les droits sur cette mine avant, qui est une société canadienne, estimait qu'il y avait un potentiel de 2,5 milliards de dollars, de plusieurs dizaines de tonnes d'or. Donc il faudra voir comment est-ce que Wagner arrive à exploiter, comment est-ce qu'ils arrivent à vendre l'or qui est fondu sur place. Donc tout ça, on a du mal à l'estimer, mais le potentiel financier est quand même colossal. Alors, on voit des gens, notamment sur ces images, travailler dans cette mine. Qui sont-ils? Alors, pour ce qui est des mineurs, c'est des Centrafricains qui habitent dans la région. Ensuite, ça va être des chauffeurs qui sont recrutés jusqu'à Bangui, qui sont payés quelques centaines de milliers par le groupe Wagner. Par le groupe Wagner, quelques centaines de milliers de francs CFA, ou jusqu'à entre 1 et 2 millions selon le camion qu'ils vont apporter, selon le trajet qu'ils vont faire. Et puis dans cette mine, il y a, selon nos informations, une quarantaine d'ingénieurs russes. Donc là, on parle de civils qui font des allers-retours entre Bangui et Ndassima, souvent escortés par l'armée centrafricaine, donc avec l'assentiment du gouvernement centrafricain. Justement, en parlant du gouvernement centrafricain, Wagner paie-t-il des taxes à l'État en Centrafrique? Non. Wagner bénéficie d'un accord, encore une fois secret, non écrit, qui lui permet d'exporter, si on parle du bois, d'exporter de Centrafrique vers le port de Douala sans payer de douane, c'est-à-dire qu'au poste frontière, il bénéficie de l'accord avec les douanes centrafricaines pour aller acheminer ça vers le port de Douala et ensuite exporter vers la Russie. Et pour ce qui est de l'or, donc ils fondent les lingots sur place, soit à Ndassima, soit à Bangui, puisqu'ils disposent de 2 fonderies. Et ils exportent l'or via l'aéroport de Bangui directement, via une entrée qui leur est réservée et qui échappe à tout contrôle et à toute taxe. Compte tenu de cette situation, avez-vous obtenu des explications de la part du gouvernement centrafricain? Non, le gouvernement est très secret là-dessus. Selon les informations qu'on a pu récolter, même le ministère des Mines aujourd'hui est incapable
de dire quel est le niveau d'exploitation de la mine de Dacima, par exemple, qui est encore une fois la principale mine d'or du pays. Votre enquête met également en lumière la société camerounaise nommée International Global Logistic. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette structure? Tout simplement parce que sans Douala, sans la plaque tournante camerounaise, le nœud économique qui est devenu la Centrafrique pour Wagner aujourd'hui n'existerait pas. Enfin, la Centrafrique est un pays enclavé, donc tous les Centrafricains savent que l'économie passe forcément par Douala. Les Russes n'ont pas inventé grand-chose, ils font exactement la même chose. Ils ont pris contact avec une entreprise qui est dirigée par un Centrafricain qui est à cheval entre Douala et Bangui, et puis ils l'ont peu à peu noyauté. Et aujourd'hui, ça leur sert, c'est une entreprise de logistique qui leur sert à exporter en grande partie le bois, mais ils ont envie d'exporter aussi du café et potentiellement du sucre, et puis à importer des machines, et notamment les machines qui permettent l'exploitation de leur mine de Ndacima maintenant. Selon votre enquête, le groupe Wagner exploite également une partie des forêts de la Centrafrique à travers une société nommée Bois Rouge. À qui appartient cette structure? Alors Bois Rouge, officiellement, a une directrice générale qui est centrafricaine. Mais de la même façon que l'entreprise qui est basée à Douala, le contrôle aujourd'hui est russe. Le contrôle est fait par des ingénieurs russes qui gèrent l'import-export, qui gèrent les finances. Donc on a des transferts d'argent entre Douala et Bangui. Le recrutement des chauffeurs est géré par la directrice générale centrafricaine, mais sous la supervision des Russes. Donc on est sur, une façade centrafricaine, mais tout le contrôle est évidemment russe. Et donc le bois, qui est notamment issu de la République centrafricaine, transite par Douala et va en Russie. Avez-vous obtenu des explications, cette fois de la part des autorités camerounaises, sur l'exploitation notamment de ce qui se passe en République centrafricaine et qui finit à Douala? Alors les autorités camerounaises, elles sont au courant. Elles surveillent évidemment ce qui entre et ce qui sort du port de Douala. En revanche, le discours aujourd'hui, c'est qu'elles disent ce sont des entreprises qui travaillent en Centrafrique, ce sont des marchandises qui ont des papiers officiels centrafricains. Donc nous, tant que ça transite uniquement par notre territoire, on laisse faire. La question, c'est combien de temps ils vont laisser faire? Est-ce qu'ils vont accepter que Wagner continue à se développer? Ce qu'on a obtenu comme information, c'est que Wagner s'apprêtait à mettre en production une usine de torréfaction de café à Douala. Donc on est vraiment sur une activité économique qui, pour le coup, sera sur le territoire camerounais. À la lecture de votre enquête, on a l'impression que Wagner pourrait prendre en partie le contrôle de la République centrafricaine, notamment dans certains secteurs clés, qu'on vient d'évoquer, le bois ou encore l'or. Est-ce un scénario possible à long terme? À long terme, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont aujourd'hui saisi les opportunités à peu près dans tous les secteurs de production, de richesse en Centrafrique, avec un certain nombre de complicités au niveau de l'État centrafricain. Est-ce que c'est amené à durer? Peut-être pas. Ce qu'on observe, c'est qu'ils amènent de plus en plus de civils. Ils ont en revanche de moins en moins de combattants armés. Donc il y a vraiment une transformation de leur activité aujourd'hui en Centrafrique. Mais c'est très lié à l'actualité, très lié aussi à leurs besoins par rapport à ce qui se passe en Ukraine, où ils ont peut-être besoin de plus de soldats. De plus de soldats en Ukraine et donc de plus de ressources qui leur viennent d'autres terrains. Mathieu Olivier, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre enquête intitulée Comment Wagner se finance, notamment en République centrafricaine ou au Cameroun, est à retrouver sur le site internet de jeuneafrique.com. Merci à vous. Merci.